Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. Ravi de vous retrouver au programme ce soir de la Coupe de France en football, du cyclisme et du ring hockey. 85 Chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, nous parlerons, je vous le disais, de la Coupe de France et du 8e tour de la Coupe de France. 3 équipes vendéennes étaient encore en lice, vous verrez lesquelles se sont qualifiées. Ensuite, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Benoît Genozo. On va parler cyclisme et Total Energy ce soir. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté du plateau, nous avons forcément Simon Philippot, que vous connaissez, que vous avez vu dans la matinale durant tout le mois dernier, le mois de novembre. Bonsoir Simon. Bonsoir Paul. De quoi tu vas nous parler ? On va parler du bilan de la saison 2025 du Team Total Energy ce soir, puis bien sûr de la saison qui arrive, celle de 2026, et des recrues en cette intersaison pour l'instant. Un programme chargé, puis à tes côtés, Benoît Pinault, notre chroniqueur en prépa mentale. On va pas du tout parler de Total Energy dans ta chronique. Ah non, pas du tout, on va pas parler de vélo, mais on va passer un petit coup de gueule, et on va sortir un peu de la prépa mentale habituelle. Eh ben très bien. Et ensuite, on parlera de ring hockey avec les 8e de finale retour de Coupe d'Europe. Et on terminera par un mot de tennis, d'escrime. Et évidemment, vous en avez l'habitude, un tour d'horizon des classements et de tous les résultats du week-end pour nos équipes vendéennes, notamment en basket et en volley. Je vous propose qu'on commence par le football. Et je vous le disais, le 8e tour de la Coupe de France. Le club de Fontenay recevait Châteauroux, club de National 1. 2 divisions d'écart donc entre les deux clubs. Et le début de rencontre est plutôt à l'avantage des visiteurs qui font d'entrée valoir leur supériorité et imposent leurs rythmes locaux, qui petit à petit se mettent en jambes et rentrent bien dans leur match et se créent des occasions avec notamment 7 têtes claquées par le gardien visiteur. Et puis juste avant la pause, les visiteurs sur corner vont ouvrir le score. Une tête de Loïc Piquion, ça fait 1-0. Et donc à la mi-temps, Châteauroux est devant. Coup dur vraiment pour les Fontenaisiens face à ce réalisme. Et puis au retour des vestiaires, c'est Fontenay qui met le pied sur le ballon et qui embête Châteauroux avec cette frappe de Fodé Diawara. Et ensuite ce long ballon, encore une fois, pour Fodé Diawara qui est déséquilibré dans la surface. L'arbitre siffle logiquement penalty qui va ensuite être tiré et transformé par le capitaine et numéro 10, Mehdi Belbachir. Les deux équipes sont de nouveau à égalité, un partout. Fontenay a toujours, et il croit toujours à cette Coupe de France, et a aussi toujours le pied sur le ballon. Et inquiète Châteauroux, à presque un quart d'heure de la fin, encore lui, Fodé Diawara, qui trompe le portier adverse d'une frappe poteau rentrant. Incroyable, les Fontenaisiens passent alors devant 2-1 et ils vont même faire mieux que passer devant à la 85e. C'est Enzo Renou qui aggrave le score sur un service de l'inévitable Fodé Diawara. Ça fait 3-1. Puis Châteauroux va tenter de réagir, notamment sur corner, encore une fois. Mais c'est la barre qui sauve les Fontenaisiens. Et dans les toutes dernières secondes même du match, encore lui, Fodé Diawara va s'offrir un doublé à la 95e sur une passe d'Enzo Renou. Ce petite passe là extérieur du pied gauche, ça fait 4-1 pour Fontenay. Et puis incroyable match des Fontenaisiens qui n'ont jamais rien lâché, pourtant mené 1-0. Et on se demandait même qui était l'équipe de National sur le terrain en deuxième période. Et puis petit coup du destin, le week-end précédent en National 3, Fontenay s'était incliné contre l'équipe réserve de Châteauroux. Et puis cette fois, ils battent l'équipe 1, donc 4-1. Je vous propose d'écouter les joueurs de Loïc Lambert. Ça faisait plus de 20 ans ou près de 20 ans que le club n'avait pas éliminé une équipe hiérarchiquement supérieure, là, de 2 divisions. Donc c'est un véritable exploit. De toute façon, si on veut passer les tours, il faut à un moment donné en faire un. Et c'était le bonsoir. On nous a opposé que des gelons dans notre surface, dans notre axe de la défense, là où il y avait du monde. Et puis on a su ressortir des ballons. Oui, c'est assez surprenant d'avoir marqué 4 buts contre cette équipe-là. On s'est rendu compte qu'ils ne venaient pas nous chercher plus tant que ça et que c'est nous qui avons le monopole du ballon. Donc ça nous a, je pense, mis aussi en confiance de rivaliser avec eux dans le jeu. Et donc c'est ce qui a aussi créé, je pense, cet exploit-là dans les têtes. Moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je rêverais du PSG. Ce serait exceptionnel. Après,
une grosse Ligue 1, n'importe. L'objectif, c'est, je pense, arriver maintenant, c'est de recevoir, encore de rejouer à Murzo ici. On a une force à la maison, c'est quand même, on a un bon groupe et à domicile, on est vraiment costaud. On a aussi notre niveau de jeu pour revenir dans un premier temps. Et puis après, c'est vrai que ça nous a souri. On savait que psychologiquement, ça allait inverser pas mal la tendance. C'est ce qui s'est passé. Puis après, ils ont peut-être baissé un peu le pied, ça leur a fait mal. Et nous, au contraire, ça nous a galvanisé avec un public et ça a tout changé. Ouais, c'est incroyable, c'est la folie. C'est vrai que les buts après, ils sont enchaînés à la fin. Bon, il y a des buts qui sont un peu, voilà, parce qu'ils sont désorganisés, ils poussent pour revenir. Donc, mais on a su les mettre et c'est bien, c'est important. Et c'est vrai que sur le terrain, on vit un truc exceptionnel, c'est magique. Il y a tout le monde qui s'enflamme. On sent vraiment que le bruit, la ferveur du public est vraiment à côté de nous. Donc, vraiment une fête exceptionnelle. Et donc 1 sur 3 pour les équipes Vendéennes qualifiées. Autre match de ce 8e tour, les Sables Vendée Football, pensionnaire de National 3. Eux aussi recevaient Plouvorne, club de Régional 1. Donc un échelon en dessous. Et dès le début de match, vous allez le voir, le match qui va directement commencer pleine bourre. À peine 2 minutes de jeu et les Sables frappent déjà par l'intermédiaire de Mansour Samb, qui surgit dans la surface et ouvre le score. Ça fait 1-0 d'entrée pour les Sablés, qui prennent donc immédiatement le contrôle du score et du match. Quelques minutes plus tard, encore Mansour Samb qui frappe le poteau. Nouvelle occasion de la tête. Les Sablés vraiment bien rentrés dans ce 8e tour. Occasion là pour Plouvorne, le gardien Sablé qui est obligé de s'employer sur une nouvelle frappe, mais globalement les Sablés ont dominé cette première mi-temps et ont eu plusieurs occasions de creuser l'écart, notamment cette tête plongeante bien stoppée sur la ligne. Mais à la mi-temps, ça ne fait qu'1-0 et la physionomie du match va totalement basculer au retour des vestiaires. 48e minute, expulsion de Baptiste Moreau après un deuxième carton jaune. Plouvorne est donc en supériorité numérique et va en profiter pour se montrer de plus en plus menaçant. Mais ça ne rentre pas, c'est même les Sablés qui vont aggraver le score par l'intermédiaire de Mansour Samb une nouvelle fois sur un centre au second poteau. Ça fait donc 2-0 pour les Sablés. Puis c'est Plouvorne qui passe à l'offensive avec ce but qui permet de recoller à 2-1. Les Bretons vont se procurer plusieurs occasions, mais vont pas parvenir à égaliser et vont même eux aussi être réduits à 10 avec l'expulsion de Théo Guillou. La Rudelière retient son souffle. Les Sablés n'ont jamais connu un 32e de finale, que ce soit avec les différents clubs précédents. Et donc c'est fait à la fin de ce match, victoire 2-1 en faveur des Sablés et donc victoire historique pour les Sablés qui n'avaient jamais connu les 32e de finale. Je vous propose d'écouter le coach et les joueurs. On est content de marquer en quelque sorte l'histoire un peu du foot sablé. On va attendre avec impatience le tirage au sort. On a envie encore d'une belle affiche, on a envie de continuer à vivre des émotions. C'était mon projet en arrivant ici, c'était aussi réveiller le football un petit peu au Sable d'Olonne, à la Rudelière. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions bien évidemment, beaucoup de satisfaction d'avoir remporté ce match. Une première mi-temps de qualité. Voilà, on aurait mérité, je pense, creuser l'écart un peu plus, de façon plus importante. Et puis après, encore une fois, des faits de jeu qui nous fragilisent. La victoire, le plaisir, on retiendra qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt, mais voilà, après le carton rouge qui nous met un peu dedans, qui reviennent à 2-1, on se fait un peu peur. Mais bon, je pense que dans l'ensemble du match, on mérite quand même la victoire. Avec notre expérience et les expériences de nos derniers matchs, on a appris de nos erreurs et on progresse. Et on évolue dans le jeu et mentalement surtout. On termine ce match un petit peu déçu forcément et frustré par rapport à l'investissement que les garçons ont mis dans ce match-là. Je pense qu'on avait la possibilité d'aller accrocher ce match nul, surtout si on était resté à 11 contre 10. Si on avait joué à domicile, le contexte aurait été différent et je pense qu'on aurait pu accrocher quelque chose. Maintenant, je peux rien reprocher aux garçons. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Et donc ça fait 2 sur 3 si vous avez bien suivi, 2 équipes vendéennes qualifiées sur 3. Et le dernier match, c'était les Herbiers qui se déplaçaient à Plabennec. Et les Herbiers se sont qualifiés eux aussi 2-1 après avoir concédé pourtant l'ouverture du score. Et ça fait donc 3-3 pour nos clubs, 3 sur 3, pas 3-3, 3 sur 3 pour nos clubs vendéens. Et le tirage a lieu
en direct actuellement au Parc des Princes, tirage pour les 32e de finale avec pourquoi pas un tirage d'une équipe de Ligue 1 puisque c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Je vous propose qu'on écoute notre entretien de la semaine, c'était avec Benjamin Brélivet, joueur des Herbiers justement du VHF qui est au club depuis 2012 et qui lui a connu l'épopée et la finale de Coupe de France, c'était en 2018. Tant que je serai performant, que le club aura comptera sur moi et que mon corps suivra, je ne peux pas dire tiens il me reste 1 an, il me reste 2 ans. Non, je veux jouer, prendre du plaisir. Et puis oui, je pense que les Herbiers sera mon 2e ou mon dernier club, hein. J'espère en tout cas. Même si je dois partir et que le club monte après, moi je suis quelqu'un de très club. Et tant que le club réussit et tant que le club vit bien, moi ça m'ira. Si le club doit monter parce que je dois partir, j'ai envie de dire tant mieux pour le club. C'est ma façon de vivre et je suis amoureux du club. J'ai connu que 2 écussons dans ma vie. Et ouais, comme je dis, je pourrais aller à la guerre pour ce club. Donc non, il n'y a pas de raison pour ne pas essayer de monter avec ce club. Et cet entretien est justement à retrouver sur tvvendée.fr. Et puis toujours en football, chez les féminines cette fois, La Roche ESO s'est incliné 4-1 à Quevilly-Rouen et descend donc, vous allez le voir, à la 8e place au classement de cette 3e division féminine avec 11 points. Et leurs adversaires, elles, qui sont en haut de classement, qui étaient 3e. Je vous propose désormais qu'on parle de vélo, de cyclisme. Je te vois trépigner, Simon, depuis tout à l'heure. on va parler cyclisme donc avec Benoît Genozo sur notre plateau. Je le rappelle, directeur du sport de la team Total Energy. On a pas mal de sujets à aborder. Je propose qu'on commence par faire le bilan de cette saison 2025 avec notamment 13 victoires. Effectivement, 13 victoires, 20e place au classement UCI, si je ne dis pas de bêtises, Benoît. 54 podiums sur cette saison. Un mot tout simplement sur cette année 2025. On peut dire que c'est plutôt un bon cru pour l'équipe. Oui, c'était une saison aboutie. C'est vrai que les 13 victoires, c'est une chose. Ce que je retiendrai surtout, c'est que c'est 10 vainqueurs différents. Donc ça reflète quand même la densité de notre effectif. On travaille en ce sens depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est satisfaisant de voir de l'homogénéité au sein de notre collectif. Tu as rappelé le nombre de podiums. C'est vrai que si on avait pu convertir quelques belles 2e places, je pense notamment aux 2e places d'Emilien, sur une étape de Paris-Nice ou au Grand Prix de Plouay, comme une course pour le Tour de renom. Et c'est vrai que venir buter si près, mais en même temps, ce sont 2 grosses performances. Ou la 2e place d'Alexandre Delette sur un Tour du Limousin et j'en passe. Mais c'est vrai que c'est une saison aboutie, oui. Avec un temps qui était assez fort pour vous, les championnats de France qui se sont déroulés à la maison aux Herbiers. Alors une victoire côté Vendée, on en reparlera tout à l'heure. Une belle 4e place, mine de rien, d'Alexandre Delette qui a fait une très très belle épreuve aux Herbiers. Oui, c'était vraiment une grande journée pour le Vendée, si on commence par eux, parce que 2 coureurs sur le podium, c'est quand même quelque chose d'unique. Et puis bien sûr, le maillot bleu-blanc-rouge à domicile pour notre équipe de formation. Donc ça, c'était évidemment une grande joie, un grand bonheur pour l'ensemble de l'équipe. Après, une belle 4e place, oui, bien sûr. Enfin, on retiendra surtout le comportement de l'équipe, mais après, on ne vient pas sur un championnat de France pour terminer 4e, évidemment. Donc il y a eu évidemment de la déception le soir des championnats, mais en tout cas, le sentiment d'avoir fait une course quand même totalement engagée et aboutie, ce qui nous a permis de basculer sur le Tour de France derrière, sans arrière-pensée, avec beaucoup d'énergie malgré tout. Alors Tour de France, justement, là aussi un beau Tour de France, avec notamment un coureur, c'est Jordan Gégat, top 10 au classement général. Vous vous attendiez à un tel classement de sa part au départ de ce Tour de France, qui a été un Tour de France assez difficile malgré tout? C'est vrai qu'il faut arriver toujours sur le Tour de France avec de l'ambition. Après, dire qu'on venait disputer le top 10 du classement général quand on voit la liste des partants et la qualité des équipes adverses, pour autant, on ne peut pas affronter le Tour de France avec un sentiment d'infériorité. Donc nous, on vient avec nos armes, mais en tout cas avec beaucoup d'envie et de manière assez décomplexée. C'est ce qu'on a fait. Et au-delà de cette 10e place, c'est plutôt le comportement de l'équipe qu'il faut mettre en avant, parce qu'ils ont été arrachés cette 10e place au classement général la veille de l'arrivée. C'est vraiment un temps fort, et ça, c'est quelque chose de remarquable, et ce qui apporte vraiment du relief à cette 10e place. Après 3 semaines, c'est 3 semaines d'aléas. On peut terminer 9e, on peut terminer 11e. Bon voilà, rentrer dans le top 10, c'est vrai que ça a une saveur particulière. Ça vient surtout récompenser l'engagement dont l'équipe a fait preuve pendant ces 3 semaines.
Et il a été très constant, Jordan, sur l'ensemble des courses par étapes qu'il a fait cette saison. J'imagine que forcément, pour l'année prochaine, il y a un peu d'ambition avec lui. On reparlera des recrues tout à l'heure, mais on voit Geoffroy Bouchard qui va rejoindre l'équipe pour 2026, qui grimpe très bien. C'est l'objectif de justement de pouvoir accompagner Jordan sur la haute montagne. Ouais, Jordan est un garçon qui se fixe pas de limite, donc c'est pas nous l'équipe qui allons lui en fixer. Au contraire, on va aborder cette saison 2026 en continuant sa progression à très haut niveau. Tu l'as rappelé, il a été constant sur les grands rendez-vous, notamment les courses sur le tour d'une semaine. Il a aussi très envie de lever les bras pour la première fois. Il est passé tout proche au Luxembourg. Ça fait plusieurs fois qu'il tourne autour. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi, un déclic qui pourrait être important pour franchir encore un palier à la saison prochaine. Donc on va l'accompagner dans ce... Après, quand on est dans le registre des coureurs grimpeurs, de classements généraux, les victoires sont très très dures à obtenir, forcément, parce qu'on tombe avec les top leaders des différentes équipes. Mais voilà, il a montré beaucoup d'irrégularité en 2025 et la prochaine étape va être très intéressante en 2026. Alors on parlait de tourner autour de la victoire, il y en a un aussi qui a beaucoup tourné autour cette saison, qui est le plus gros scoreur de l'équipe en termes de points réussis. On sait que c'est important pour le classement bien sûr. C'est Emilien Janière, de nombreuses places de 2e ou de 3e, dont sur de belles épreuves, tu l'as dit, la Bretagne Classique, sur Paris-Nice. La dernière fois c'était à domicile au Tour de Vendée. Là aussi Emilien a fait une très belle saison et il manque cette belle victoire sur justement une épreuve de renom. Oui, c'est sûr qu'une victoire serait venue récompenser la densité de ses résultats tout au long de l'année. L'année précédente, il avait remporté plusieurs victoires, mais pas une saison aussi dense, aussi aboutie que cette année. Donc, il le dit lui-même, je pense, il est satisfait de son année. Après, quand on est compétiteur, et nous, en tant qu'équipe, évidemment, on est là pour les victoires. Donc, charge à nous de l'accompagner au mieux. Lui, il est totalement déterminé pour réaliser une grande saison 2026. Charge à nous, l'équipe, de l'accompagner de la meilleure des façons pour qu'il aille chercher ces quelques centimètres là qui l'ont privé de la victoire en 2025. Et puis derrière des pointures, à chaque fois c'est des 2e, 3e places, mais derrière des grands sprinteurs mondiaux. Et d'ailleurs on avait eu Emilien Janière en entretien, donc je vous invite à aller réécouter notre entretien sport avec lui. On a fini peut-être pour cette saison 2025. Est-ce qu'on passe aux recrues qui ont déjà été annoncées pour la team Total Energy? On peut passer aux recrues. On a déjà évoqué un nom, donc Geoffroy Bouchard, qui avait annoncé sa retraite, qui finalement va continuer le cyclisme donc au sein de l'effectif du team Total Energy. Nicolas Brognard qui arrive aussi des types Saint-Michel, Aubert 93. Et puis Théo Lévesque, alors on en parlait de Théo, sacré champion de France donc aux Herbiers en juin dernier. Et entre guillemets, c'est une suite logique pour lui, après ce titre de champion de France et au vu de ce qu'il a montré sur cette saison, de passer à l'échelon supérieur. Oui, c'est aussi ça démontre, en tout cas, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est une vraie responsabilité de porter le maillot de l'équipe première du team Total Energy, mais ça vient récompenser aussi l'excellent travail qui est réalisé sur la structure de formation. On a parlé de Théo qui arrive du Vendée-U, on a parlé d'Emilien qui a connu tous les étages de la formation, le CREF, le Vendée-U et l'équipe professionnelle avec la réussite qu'on lui connaît maintenant. Donc voilà, il mérite sa place. Maintenant, on va l'accompagner dans son projet de performance sur ses prochaines saisons au mieux, et puis lui aussi, à l'image de Jordan, qui s'interdisent pas de rêver, parce qu'aujourd'hui le sport de haut niveau est très, très, un petit peu impitoyable parfois, et il faut trouver du plaisir. C'est vrai que notre réussite aussi en 2025, c'est de ne pas avoir trahi notre état d'esprit, notre façon de voir le vélo, aller chercher des résultats, structurer le projet sportif évidemment, mais garder notre identité, et voilà, avec une équipe résolument tournée vers l'avant de la course, avec le goût de l'offensive. C'est ce qui a permis d'ailleurs de rentrer dans le top 10 du classement général du Tour de France. Alors ça fait au total 25 coureurs pour l'instant dans l'effectif pour 2026. On peut s'attendre à d'autres annonces sans trop en dire. Je sais qu'on ne peut pas forcément encore tout dire, mais sans doute d'autres annonces à venir. Oui, c'est pas un grand secret. Après, on connaît cet hiver, cette intersaison, une intersaison vraiment particulière. Ça vaut aussi, si on regarde un petit peu les effectifs des équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont annoncé leurs effectifs complets pour la prochaine saison, alors qu'on est le 1er décembre. Donc c'est une année vraiment particulière avec malheureusement l'arrêt probable d'une équipe française, l'équipe Arkea BNB, la fusion prévue entre 2 équipes belges. Donc c'est vrai que c'est un marché, une autre équipe belge d'un second rang, on va dire, qui va aussi disparaître. Donc c'est une intersaison vraiment compliquée, des équipes françaises qui aussi, à l'image de Decathlon, futur Decathlon CGM, qui se réorientent avec un projet un petit peu différent, et c'est pour ça qu'on
on a souhaité faire confiance à Geoffrey sur cette prochaine saison parce qu'il était un petit peu hors des radars, mais dans notre dispositif, je pense qu'il va prendre du plaisir et il va nous apporter des satisfactions. Oui. Et toujours ce qui fait un peu la force de l'équipe, c'est-à-dire un mélange à la fois de jeunes coureurs avec beaucoup d'ambition et aussi de coureurs plus expérimentés qui sont un peu là pour, je vais pas dire freiner les ardeurs des plus jeunes, mais en tout cas qui auront toujours ce rôle de capitaine de route. Ouais, c'est toujours un savant mélange. C'est vrai qu'on a tenu quand même ces dernières années à rajeunir l'effectif. On avait besoin de rajeunir un petit peu, mais dans le même temps, on n'est pas dans une culture du jeunisme à tout prix. On respecte avec notre centre de formation, le Vendu, le CREF, la maturité de nos jeunes avec leur double projet. On a Ryan Boulawad qui nous arrive, il est passé peut-être un petit peu en dehors des radars, mais il a terminé sa saison sur une 4e place au Tour de Hollande. Il continue son double projet, il est en école de commerce, donc il attaque sa 4e année en tant que cycliste professionnel. Donc ça, c'est des choses aussi qui résonnent chez nous. Et donc on respecte leur maturité, leur tempo, et on les accompagne de la meilleure des façons dans leur projet de performance, évidemment. Donc on a parlé de 2025, on a bien fait le tour. L'année prochaine, le grand objectif pour la saison prochaine, il va y avoir ce changement de sponsor. Vous avez annoncé, là, c'était au mois de septembre, la fin du partenariat avec Total Energy. C'est aussi une saison déterminante pour l'équipe quand on change comme ça dans une année un peu de transition. Évidemment, c'est un enjeu pour la structure parce que nos budgets reposent sur du sponsoring, donc il y a beaucoup de travail, les choses avancent bien, mais tant que c'est pas signé, on peut évidemment pas en parler, et c'est notre cas actuellement, donc mais en tout cas on travaille dur, et puis on essaye de préserver surtout tout l'enjeu sportif. Faut pas tout mélanger. Là, actuellement, on est à quelques jours de notre premier rassemblement en Espagne pour être vraiment sur le projet de course, pour l'accompagnement des coureurs. On est impatient de tous les retrouver pour ce premier stage de préparation. Donc, chaque chose en son temps. On va se concentrer tout d'abord sur la saison qui arrive à grands pas. Il y a la saison qui arrive à grands pas. Côté sportif, justement, vous en avez parlé. Pour remettre un petit peu de contexte, on va parler de Jean-René Bernaudot, qui avait été annoncé par nos confrères de Ouest France, donc le 20 novembre dernier, partant de l'équipe Total Energy. Finalement, l'équipe Total Energy a démenti dès le lendemain. Et puis cet article que vous pouvez voir à l'écran, republié par la suite par Ouest France. Je ne vous demande pas de commenter cette actualité, Total Energy l'a déjà commenté, mais est-ce qu'on peut dire que la passation, malgré tout, avec Jean-René Bernaudot a d'ores et déjà commencé ? Non, j'ai pas de commentaires sur le sujet. Après, une équipe cycliste, c'est aussi et avant tout une entreprise. Donc il y a des évolutions nécessaires, il y a de l'attribution de rôles. Il faut aujourd'hui, dans une situation, on a parlé de cette recherche de sponsors, on a besoin de mobiliser toutes nos forces pour atteindre nos objectifs sportifs sur le terrain et assurer la pérennité de l'entreprise et de l'équipe. L'équipe qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis 2000 et le Vendée depuis 91, oui. Est-ce que tu as une dernière question, Simon, avant qu'on passe au ring hockey ? Dernière question très rapidement, juste une réaction, Benoît. On a vu aussi récemment des jeunes coureurs qui annonçaient arrêter leur carrière à cause de la pression mentale aujourd'hui qu'il peut y avoir dans le sport. Est-ce que vous avez aussi senti à votre échelle, on sait que vous avez un esprit très famille, mais malgré tout aussi cette évolution du cyclisme, du sport de haut niveau, où il y a de plus en plus de pression sur les jeunes et que parfois pour eux c'est compliqué de réussir à le vivre ? Oui, c'est un enjeu pour nous et j'oserais dire même une responsabilité pour les structures parce qu'on a parlé de ce vent de jeunisme. Donc, je l'ai dit, on s'attache à respecter la maturité de nos jeunes. On a lancé, c'est un de nos axes de développement et de performance pour la saison 2026. Donc, on a démarré un projet en partenariat avec l'université le STAPS de Nantes, donc avec une préparatrice mentale et une psychologue clinicienne. Donc, c'est un projet d'envergure qui a démarré début septembre. Donc là, tous les bilans ont été faits et maintenant, on va être sur le deuxième acte pour commencer les différents travaux individuels et collectifs parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Et aujourd'hui, c'est vrai que les structures, en tout cas, c'est pas une fatalité. Évidemment, le sport de haut niveau et toutes les exigences du sport de haut niveau apportent de la pression, évidemment. De la pression, il y en a toujours eu dans le haut niveau, dans tous les sports. Après, le modèle des équipes doit aussi avoir son mot à dire et a vraiment une responsabilité, un rôle à jouer dans tout ça. Je crois que tu avais un mot à dire justement là-dessus, Benoît, très rapidement. Non, sur ça, effectivement, là en ce moment, la plupart des gens que j'accueille en préparation mentale, ce sont des cyclistes et effectivement, il y a beaucoup de choses qui est véhiculée et aussi sur la pression de l'entourage, des staffs, enfin c'est très individuel et la priorité doit être donnée justement sur cette fonction d'encadrement parce qu'on n'oublie pas qu'on a affaire quand même à des ados qui sont en pleine construction. Et c'est vrai que s'il y a un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est que ça reste quand même des individus qui se construisent et par le sport, on a quand même de très très belles valeurs
Et ce serait dommage un peu de les gâcher parce qu'on retrouve après des gens qui se construisent avec des troubles et des déficiences, même quand ils sont adultes, à 20, 30, 40 ans. Et donc, voilà, le sport est une excellente chose à condition de ne pas sacrifier non plus ces jeunes. Je vous propose qu'on passe au ring hockey sur cette dernière actualité cyclisme avec donc en ring hockey le 8e de finale retour de Trophy, c'est la Coupe d'Europe, la 3e Coupe d'Europe. Le Poiré Roller recevait Saint-Just, club catalan, après un match aller accroché en Espagne, perdu seulement 3-2 pour les Genoux. Tout restait ouvert et en première période ce sont les Genoux qui se procurent quelques occasions. Les deux équipes se répondent globalement coup pour coup. Le duel est équilibré. Les Vendéens, je vous le disais, se créent des occasions et font mieux que tenir tête aux Catalans, qui sont eux en face largement favoris. L'espoir est là, il est bien vivant. Et lorsque les deux équipes rentrent au vestiaire, on est sur un score nul et vierge, 2-0-0. Les Genoux peuvent encore y croire. Mais au retour de la pause, c'est à ce moment-là que tout bascule, vous allez le voir, à peine quelques minutes de jeu, le Poiré obtient une supériorité numérique, et pourtant, c'est Saint-Just qui frappe en premier un but, puis un deuxième dans la foulée. La dynamique tourne complètement pour les visiteurs, les Espagnols accélèrent et déroulent même des buts toutes les 3 à 4 minutes, les visiteurs sont en feu. Et le compteur, lui, s'emballe, 7 réalisations au total, dont un triplé de Crespo. Et l'écart se creuse inexorablement et la belle résistance de la première demi-heure laisse place à une fin de match véritablement à sens unique. Le Poiré cède donc 7-0 et voit son aventure en Coupe d'Europe s'arrêter là. Je vous propose qu'on écoute les entraîneurs et les joueurs. Je pense qu'on a fait un premier mi-temps de très haut niveau. On a respecté notre plan de jeu. On a été tous capables de faire ce qu'on devrait faire. Voilà, le deuxième mi-temps, en plus, on a une situation de power play de supériorité numérique 4 contre 3 qu'on devrait profiter de ça. Et c'est le moment qu'on prend deux buts. On a pris un time-out, on a reparlé de se calmer, de remettre les choses en place. On n'a pas arrivé. Je pense qu'aujourd'hui, émotionnellement, on n'a été pas capable de jouer. En face, avec une équipe d'autre niveau qui a profité de notre manque d'expérience, faut le dire. On a beaucoup travaillé pour arriver là. On a fait un bon premier mi-temps et après, on a lâché au bout du deuxième, troisième but. On ne croyait plus logiquement au niveau mathématique, on ne croyait plus. Donc c'est difficile avec des résultats comme ça. Je pense que le tournant du match, ça a été quand ils ont voulu profiter de leur supériorité numérique. Ils ont essayé d'en tirer avantage, mais je crois qu'ils ont été un peu moins prudents et ça nous a permis de partir en contre-attaque et de marquer. Ils devaient prendre des risques et on en a profité. Mais honnêtement, ça a été un match très difficile, un 8e de finale vraiment compliqué. Le match aller avait été très difficile, on avait gagné 3-2 et on savait qu'ici ce serait encore plus compliqué avec le public et l'envie de jouer une Coupe d'Europe. On a été patient et au final on décroche une victoire qui n'était pas acquise. On est resté solide du début à la fin. Défaite également, toujours en ring hockey, sur cette Coupe d'Europe, la Trophy, qui se déplaçait en Italie contre Giovinazzo après un match nul 2-2 à domicile la semaine dernière. Les Lyonnais qui ont mené plusieurs fois au score pendant le temps réglementaire, mais sont finalement inclinés au tir au but. Score final donc 6-5 et donc double élimination de nos équipes vendéennes. Un petit mot toujours en hockey, mais cette fois sur glace, sur la patinoire, le Hogli qui continue son excellent début de saison. Nouvelle victoire 6-4 à Châlons en Champagne et donc le Hogli qui conserve cette première place de Division 2. Et puis victoire également en roller hockey en National 2 pour les Ducks de Mouilleron qui se sont imposés 8-3 contre Antony et qui remontent donc à la 4e place de cette poule numéro 3. C'est l'heure de retrouver Benoît Pinault, enfin, qui nous attend depuis tout à l'heure, notre chroniqueur en prépa mentale. On t'a fait patienter, hein, Benoît. Non, ça va, on est très bien, on est en bonne compagnie, donc super, on pourrait rester là pendant des heures pour parler de sport, il n'y a aucun problème. Alors, tu veux nous parler d'un sujet qui fait polémique ? Oui, ça fait polémique et on va en parler énormément puisqu'il y a une nouvelle compétition qui va débarquer au mois de mai
et une compétition un peu à part, parce qu'on pensait avoir tout vu dans le sport, mais là, ça dépasse tout dans la quête de performance et de la performance ultime, puisque la compétition qui s'appelle les Enhanced Games, qui sera organisée au mois de mai, nous promet un sport complètement décomplexé dans lequel tout est autorisé. Il n'y a pas de limite sur le matériel, sur le recours au dopage, etc. etc. Donc là, je vais vous montrer un peu la bande-annonce justement de ce qui est véhiculé dans ce sport. Et vous voyez, on a des athlètes... Voilà, on est dans une dynamique et dans une symbolique très statue grecque. Et vous ne serez pas surpris que derrière, ce soit organisé par les entreprises de la tech, par le fils Trump, puisqu'on est plutôt même dans un courant de pensée plus que dans le sport. Là, ça fait appel à ce qu'on appelle le transhumanisme, hein. Donc effectivement dépasser ce qu'on appelle la vulnérabilité humaine, cette fois-ci au nom du sport, mais en tout cas au nom de la performance. Donc ça va se dérouler à Las Vegas. On aura des épreuves d'athlétisme, sprint, natation, 50 mètres, et puis haltérophilie, les 3 seules disciplines. Et je vous propose d'écouter le fondateur qui explique son courant de pensée. The old rules didn't just hold back athletes, they held back humanity. And I'm proud that Enhanced is leading the charge, that we are the vanguard of superhumanity. Ok, donc le corps humain devient une vulnérabilité qu'il faut corriger. Donc pour cette compétition-là, on va quand même avoir aussi des montants financiers et des moyens illimités. Donc le prize money sera d'au moins $500 000 par épreuve. Et puis des bonus, $1 million si vous battez un record du monde. Donc d'ailleurs, ça n'a pas traîné puisqu'il y a un nageur olympique qui s'appelle Christian tu le prononces? Tu essayes? Allez, je te laisse. Lomev. Voilà, exactement, bien vu. Gréco-bulgare. Voilà, donc qui a fait les JO de Paris et qui déjà, voilà, un mois après l'annonce de sa participation, a battu le record du monde, donc avec les combinaisons et aussi recours au dopage. Donc là, on le voit battre le record du monde de centième et surtout justement de tendre bien haut son chèque $1 million, donc bravo à lui. Mais voilà, ce ne sont pas des records qui vont être homologués, bien sûr. Et puis, surtout, on démontre vraiment une autre philosophie du sport, notamment, vous voyez, $1 million. C'est cette image dont tu parlais juste avant. Voilà, $1 million, c'est quand même l'équivalent de, à peu près 15 fois ce que touche Duplantis quand il bat le record du monde à la perche, quoi. C'est aussi à peu près 13 ans de titres glanés. Donc, il y a déjà des coureurs qui sont inscrits dans les différentes disciplines qui expliquent que, voilà, de toute façon, ils vont se doper à mort pour gagner ce $1 million. Et là, on transforme vraiment des athlètes, cette fois-ci, en gladiateurs qui sont prêts à mourir. C'est-à-dire que les athlètes deviennent des marchandises, le corps des marchandises est directement remplaçable. Alors d'accord, les organisateurs parlent d'une question peut-être plus éthique, parce qu'au moins personne ne se cache derrière un pseudo-dopage, ni de suspicion ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je le considère vraiment comme une régression éthique, puisque le sport est transformé cette fois-ci en business, uniquement, en spectacle, et on érige la triche en règle du jeu. Donc c'est vraiment complètement différent, et surtout, je m'adresse encore une fois aux jeunes qui pourraient être un peu alertés par ces sirènes. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune de 16 ans à qui on peut promettre $500 000, $1 million sur une journée de compétition, et on va créer un modèle qui est biaisé et une pression accrue pour atteindre ces résultats-là. Alors que... Et justement, je pense que tu parlais d'athlètes qui se sont inscrits. On a un Français qui s'est inscrit, Mamoudou Fall, qui va participer à ces Jeux. Alors lui, qui est déjà plutôt en fin de carrière, d'ailleurs, qui est suspendu pour des no-shows, donc j'allais dire c'est peut-être son dernier round, mais de toute façon, il y avait déjà pas mal de suspicions. Mais là, de toute façon, voilà, il va être banni de toute compétition officielle. Bon, de toute façon, même dopé, il n'arrivera pas à grand-chose. Je suis désolé pour lui, mais il a de toute façon pas le niveau. Il va se retrouver confronté à des gens qui... Bon, déjà en valide, il avait un petit peu de mal à se qualifier, mais là, bon, je suis désolé, c'est un peu vindicatif, mais voilà, on parle vraiment d'une autre conception du sport. Le vrai mental du sportif, voilà, c'est d'accepter aussi les limites, d'accepter l'échec, d'accepter la souffrance, d'accepter que ça se passe pas tout de suite. C'est exactement voilà, ce que l'on prône quand vous parliez du CREF, quand vous parliez de Vendée U, c'est ce qu'on apprend à des coureurs sportifs avant de devenir des professionnels. Donc si on croit que tout va arriver tout de suite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des jeunes qui vont être dans une violence psychologique, qui vont se blesser de plus en plus tôt et que l'on va briser, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, les instances ne se sont pas vraiment énormément saisies du dossier. Peut-être elles vont bannir à vie, mais un athlète comme Mamoudou Fall qui est déjà en fin de carrière, bon pour lui, j'allais dire, c'est qui tout double, donc il n'y a plus rien à perdre. Donc voilà, on va assister à ça malheureusement. J'ai envie de dire,
on peut pas y faire grand-chose sur ça, mis à part le fait de tout simplement pas regarder. C'est une évolution certes du sport, mais s'il n'y a pas de public, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est un peu le seul message que l'on peut dire. Les instances ne pourront pas faire grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'on accepte cette rupture civilisationnelle. Mais en tout cas, il y a déjà des jeux l'année dernière en athlée qui ont essayé d'être mis en place avec juste une certaine élite. C'était les slam track. Ça a fait un flop monumental. Ils n'ont pas réussi à payer tous les athlètes. Eh bien, c'est tant mieux. Et ben ton message est passé en tout cas. Je vous propose qu'on clôture cette émission avec un petit mot de tennis, forcément lyonnaise qui recevait le tennis club Reichestedt pour la 4e journée de Pro A féminine. Et après 3 victoires en 3 matchs, elle voulait absolument remporter cette journée afin de se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de Pro A. Et c'est chose faite, la journée avait pourtant très mal commencé, mais les Lyonnaises s'en sont très bien sorties. Après 2 victoires en double, elles ont finalement remporté cette 4e journée, 4-2. Je vous propose qu'on les écoute. Trop heureuse, trop contente là. J'avoue que c'est que du kiff là. J'ai pas d'autres mots, vraiment. C'est que du bonheur. Là, il y a un mélange de tout. Là, il y a un mélange d'adrénaline, de stress, de peur, de tout. Là, on vient de finir le dernier double, super tie-break 13-11. Enfin, ça pouvait pas être un meilleur scénario. On s'impose. On est en finale, enfin, c'est juste incroyable. On a gagné tous les matchs, alors 4-2 à chaque fois, c'est sûr, ça se joue au super tie-break, etc. On le sait, c'est les matchs par équipe, ça se joue à chaque fois à 3 fois rien, mais là de sortir avec 4 victoires, c'est un scénario improbable et vraiment on est super fiers. Déjà, j'arrive même pas à le dire, là tu me dis on est en finale, genre j'ai des frissons et tout parce que ça fait super longtemps qu'on attend ça. On est super heureux, surtout pour les filles, bien évidemment, parce que ça n'a pas été facile. Content aussi pour le club, c'est super important pour nous, c'est la première fois qu'on se qualifie pour la finale, donc voilà, c'est des beaux moments. Bon, en plus donc aujourd'hui il y avait vraiment beaucoup de monde, donc on est super content. L'objectif c'est d'aller chercher le titre, bien évidemment. Maintenant il ne faut pas se le cacher, il faut aller le chercher. Et on en reparlera bien sûr la semaine prochaine, puisqu'elle se déplace ce week-end à Grenoble pour la finale. Elles affronteront le tennis club de Fontainebleau. On va clôturer cette émission. On n'a pas eu le temps de parler de basket, notamment de Wonder League ou encore d'escrime. Il y avait de l'escrime, oui, ce week-end en Vendée, avec la 30e édition du challenge Claude Saboureau. Je vous remercie, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Et puis, l'émission est bien évidemment à retrouver en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui sont également en régie et qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Jeff, Marion et Olivier, je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.